Dans cette vidéo, nous allons voir les limites de l'intégration économique et monétaire. Nous allons commencer tout d'abord en soulignant que les politiques économiques sont limitées, ce qui oblige les États membres à développer des stratégies non coopératives. Et enfin, nous montrerons que les politiques communautaires ne sont peut-être pas suffisamment volontaristes. Alors, commençons tout d'abord par montrer que les politiques économiques sont limitées. Au niveau monétaire, il faut déjà savoir que les décisions se prennent désormais au niveau communautaire. Cela correspond à une perte de souveraineté monétaire. Autrement dit, c'est le système européen des banques centrales, qui est composé de la Banque centrale européenne et des banques centrales des pays membres, qui fixe la politique monétaire. La politique monétaire dans la zone euro étant de maintenir l'inflation sous, mais proche de la barre des 2%. Donc pour simplifier, c'est la Banque centrale européenne qui fixe la politique monétaire, ainsi que le niveau des taux d'intérêt directeurs dans la zone. Les pays de la zone monétaire ne peuvent donc plus manier les taux d'intérêt directeurs à leur guise, et ils ne peuvent donc plus pratiquer de dévaluation compétitive, autrement dit s'arranger pour faire perdre rapidement de la valeur à leur monnaie nationale, afin que cette dévaluation puisse dynamiser les exportations et à terme que l'on puisse obtenir une solde de la balance commerciale qui soit excédentaire. Deuxièmement, la politique budgétaire est désormais sous contrainte du pacte de stabilité et de croissance ainsi que de la règle d'or. Le pacte de stabilité et de croissance permet de coordonner les politiques budgétaires des pays de la zone. Il repose en fait sur un double objectif. Tout d'abord, il faut que le déficit public soit inférieur à 3% du PIB. Deuxièmement, il faut que la dette publique soit inférieure à 60% du PIB. Bon, dans les faits, on regarde exclusivement le niveau du déficit public. Il faut impérativement qu'il soit sous la barre des 3% du PIB. Si tel n'est pas le cas, soit il y a des sanctions financières, ce qui n'est pas encore arrivé, soit il y a simplement effectivement obligation pour le pays qui ne respecte pas en fait cet objectif de déficit de montrer qu'il est prêt à faire de gros efforts pour rétablir cette situation. Le pacte de stabilité et de croissance a été complété par la règle d'or budgétaire qui demande au pays donc d'avoir un déficit budgétaire structurel, c'est-à-dire en enlevant la composante conjoncturelle, passagère, liée au soubresaut à court terme de l'activité économique. Donc, il faut que le déficit budgétaire structurel soit inférieur à 0,5% du PIB. Donc globalement, on voit bien que les politiques budgétaires sont sous contrainte, que les politiques budgétaires de relance d'inspiration keynésienne, qui s'appuient sur le multiplicateur keynésien, sont beaucoup plus difficiles à mettre en place. Comment vous voulez creuser le déficit public si vous devez le limiter à 3% du PIB? Troisièmement, il y a des situations économiques qui sont très hétérogènes, ce qui rend d'autant plus difficile l'harmonisation des politiques économiques. Pour simplifier, la zone euro est scindée en deux blocs. D'un côté, on va dire qu'on a une zone marque, du nom de l'ancienne devise allemande. Dans la zone marque, on a donc l'Allemagne, plus des pays qui lui sont limitrophes, que ce soit l'Autriche, les Pays-Bas, le Luxembourg, etc. Dans ces pays, on a une maîtrise des comptes publics et ces pays s'endettent à des taux d'intérêt relativement faibles. À une époque, l'Allemagne s'endettait même à des taux d'intérêt négatifs. Un deuxième bloc qui est constitué des pays du sud de l'Europe, notamment l'Espagne et l'Italie. Pour ces pays, le niveau d'endettement est beaucoup plus important et les taux d'intérêt auxquels se financent ces États sont également plus élevés. La France est entre les deux, on va dire. Alors, pour un pays de la zone, donc, si nous récapitulons, il ne dispose plus de sa politique monétaire qui est entre les mains de la BCE. Sa politique budgétaire est sous contrainte du PSC et de la règle d'or budgétaire. Donc, il n'est pas possible de mettre en place un policy mix. On rappelle qu'un policy mix, c'est l'utilisation simultanée de la politique budgétaire et de la politique monétaire. La politique monétaire se décide donc au niveau communautaire, donc ça touche tous les États. Alors en soi, c'est positif s'il y a un choc symétrique. Autrement dit, un choc qui touche simultanément tous les pays de la zone. Imaginons un choc inflationniste qui touche simultanément tous les pays de la zone euro. La Banque centrale européenne n'a plus qu'à augmenter ses taux d'intérêt directeurs pour essayer un petit peu d'endiguer l'inflation. Par contre, en cas de choc asymétrique, là ça va être problématique. On rappelle qu'un choc asymétrique, c'est un choc qui va toucher un seul pays ou une petite partie de la zone. Dans le cas présent, il n'y a aucune raison pour que la Banque centrale européenne lève le petit doigt, qu'elle fasse quelque chose, qu'elle intervienne.
Autrement dit, le ou les quelques pays concernés ne pourront pas compter sur elle pour essayer d'améliorer leur situation d'un point de vue économique. Ils pourront éventuellement compter sur la politique budgétaire dont ils disposent encore, mais sachant que celle-ci est bridée à un déficit public qui doit être inférieur à 3% du PIB, ils devront mettre en place d'autres stratégies. Des stratégies donc non coopératives, à commencer par la flexibilisation du marché du travail. Le but étant de restaurer la compétitivité des entreprises en assouplissant la réglementation du marché du travail, par exemple. Pour cela, donc, on peut tout à fait imaginer que les États introduisent plus de flexibilité salariale, qu'ils permettent aux salaires d'augmenter, ça c'est pas le plus compliqué, mais surtout par exemple de diminuer, afin que les entreprises puissent accroître leur compétitivité coût. On peut éventuellement imaginer également que les pouvoirs publics modifient le cadre législatif du marché du travail, qu'ils assouplissent les contrats, qu'ils modifient le rôle des partenaires sociaux tels que les syndicats par exemple. L'objectif étant vraiment de flexibiliser le marché du travail, de le fluidifier, d'inciter les entreprises à embaucher. Or, pour inciter les entreprises à embaucher, il faut également leur permettre de licencier. Deuxième stratégie que les États peuvent mettre en place, c'est utiliser du dumping social et fiscal, pour toujours la même chose, à savoir la restauration de la compétitivité des entreprises. Les États peuvent ainsi diminuer le coût du travail, par exemple en jouant sur le niveau des cotisations sociales. C'est ce qu'a fait l'Allemagne il y a une dizaine d'années quand elle a décidé de baisser ses cotisations sociales, mais qu'elle a compensé cela par une hausse de la TVA. C'est un peu le principe de la TVA sociale en fait. Donc c'était positif pour les entreprises qui produisaient en Allemagne, puisque finalement c'était plutôt neutre pour elles. Par contre, c'est vrai que pour les entreprises de la zone euro qui ne produisaient pas en Allemagne mais qui voulaient exporter chez elles, c'était négatif, puisqu'elles ne bénéficiaient pas des baisses de cotisations sociales, puisqu'elles ne produisaient pas en Allemagne, mais par contre, elles étaient touchées de plein fouet par la hausse de la TVA. Donc finalement, cette stratégie était uniquement favorable aux entreprises qui produisaient en Allemagne, donc qui créaient des emplois en Allemagne. On peut aussi tout à fait imaginer que les États décident d'abaisser la pression fiscale qui pèse sur les entreprises, afin justement de pouvoir faciliter leur développement, d'augmenter leur capacité d'autofinancement et d'attirer également des entreprises étrangères. C'est un peu le cas de l'Irlande, qui a un taux d'intérêt, un taux d'imposition sur les bénéfices qui est relativement faible, aux alentours des 12-13%. Dans tous les cas, l'objectif, c'est toujours bien évidemment de restaurer la compétitivité des entreprises. Le problème de ces stratégies non coopératives, c'est qu'en fait, elles sont à l'origine d'externalités négatives pour le reste de la zone. En fait, on a un jeu à somme nulle. Dès l'instant où un pays gagne en compétitivité, les autres pays de la zone perdent en compétitivité. Il n'y a aucune raison pour que les autres pays de la zone ne réagissent pas. Donc les autres pays de la zone réagissent en mettant en place les mêmes stratégies. Finalement, on a une course à la compétitivité avec un alignement vers le bas de la fiscalité, un alignement vers le bas de la protection sociale. Tout le monde y perd. Les externalités négatives sont renforcées. Et pour terminer, nous allons montrer que les politiques communautaires ne sont pas suffisamment volontaristes. Alors on a créé il y a quelques années un mécanisme européen de stabilité qu'on appelle le MES. Donc il permet par exemple d'accorder des prêts à un État en difficulté à des taux d'intérêt plus faibles que le marché. On peut également acheter des obligations des États membres en difficulté, on peut recapitaliser les banques, etc., etc. Le problème, c'est que le MES peut mobiliser, en incluant en plus un effet de levier, il peut mobiliser 700 milliards d'euros. Quand on sait que le PIB de la zone euro est d'environ 10 000 milliards d'euros, on peut s'interroger sur la suffisance donc du mécanisme européen de stabilité en cas de choc important. Après, on peut se poser la question sur le niveau du budget fédéral. Alors, il faut savoir que le budget européen pèse un peu plus de 1% du PIB de la zone euro. Pour information, le budget fédéral américain, c'est 25%. Alors, se satisfaire de ce budget fédéral, bien évidemment, est problématique. L'augmenter aurait un certain nombre d'avantages. Cela permettrait d'aider les États en difficulté, de limiter également les stratégies non coopératives qui sont source d'externalités négatives. On pourrait également imaginer que cela contribue au financement de grands projets européens, comme on avait pu avoir il y a quelques décennies, que ce soit au niveau industriel par exemple, ou éventuellement que cela puisse soutenir la recherche publique. Le problème est que pour qu'il y ait un véritable budget fédéral, il faut qu'il y ait des recettes. Or, bien évidemment, les principaux contributeurs sont les pays les plus riches de la zone, en chef de file, l'Allemagne.
Donc l'Allemagne devrait en quelque sorte payer pour les autres. On peut imaginer éventuellement la création d'eurobonds. Alors, un eurobond, c'est une euro-obligation, hein. Autrement dit, ce sont des titres de créance qui sont émis en commun à l'échelle de la zone euro et qui permettent de mutualiser les dettes des pays de la zone. Au lieu d'avoir d'un côté l'Allemagne qui emprunte dans son coin, d'un autre côté la Grèce qui emprunte dans son coin, on regroupe tout cela, ce qui signifie qu'en fait on va émettre un titre de créance où il y aura la signature de l'Allemagne et la signature de la Grèce. Alors bien évidemment c'est bon pour la Grèce, parce que comme il est la signature de l'Allemagne, ça va permettre à la Grèce de s'endetter à un taux d'intérêt plus faible, donc c'est plus intéressant pour elle. D'un autre côté, c'est moins intéressant pour l'Allemagne, car comme il y a la signature de la Grèce, ça va malheureusement générer un endettement à un taux plus élevé que si l'Allemagne s'était endettée toute seule.